commencer. On peut y aller? Bonjour. Je propose de commencer la table ronde consacrée aux ressources humaines médicales, puisque le timing est serré et tous nos intervenants sont présents. Alors, nous avons été chargés de réfléchir au lien entre les ressources humaines médicales et la souveraineté. Et on va se poser la question de savoir si les ressources humaines médicales sont le talon d'Achille ou pas de la souveraineté sanitaire. La question suppose que la France a peut-être plus les moyens de couvrir pleinement son offre de soins. En tout cas, il y a une notion de dépendance, une volonté de dépasser cette dépendance et de compenser comme possible, comme faire se peut, les pénuries médicales. Pour parler de cette problématique de démographie médicale et de rapport à la souveraineté, je vais vous présenter nos intervenants. Le professeur Isabelle Lafont, doyenne à Montpellier et Nîmes et présidente de la conférence des doyens. Le professeur Michel, président de la CME au CHU de Rouen et représentant de la conférence des pré-CME de CHU. Madame Masson, chef du département de gestion DPH au CNG. Et Alexis Thomas, directeur général adjoint au CHU de Bordeaux. Voilà, nous allons parcourir avec vous les leviers à notre main de court et de moyen terme pour relever ce défi démographique. Madame Masson, vous êtes donc chef du département des PH au CNG. Quelle est la photographie, la visibilité du nombre de postes de PH vacants dans nos établissements publics de santé à cette heure ? Alors, en effet, c'est une bonne question puisqu'on est en pleine procédure de recrutement et d'affectation, de nomination des praticiens dans le cadre de ce qu'on appelle le tour de printemps. Donc, ça va tout de suite être très révélateur puisqu'il y a 10 000 postes qui ont été ouverts par les établissements. Voilà, 10 000 besoins de praticiens hospitaliers en ce moment recensés dans toutes les spécialités. Et à ce jour, nous recensons seulement un peu plus de 3000 candidatures. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a, alors il y aura peut-être des candidatures dans les 24 heures encore, mais il y a 6000 praticiens hospitaliers statutaires, voilà, titulaires, qui font défaut pour pourvoir ces postes. Alors même que le dispositif s'améliore, puisque maintenant il y a presque 50% des postes qui font l'objet, grâce aux affaires médicales, grâce aux praticiens, aux chefs de service, de fiches de poste. Mais en effet, 6000 postes ne seront pas pourvus, en tout cas, par des praticiens hospitaliers titulaires. Et c'est un chiffre qui est stable sur plusieurs années. Après, j'ai d'autres chiffres sur les effectifs sur lesquels on pourra revenir un peu après, si vous le voulez. Très bien, merci. Donc, un taux de vacance de poste extrêmement important qui obère l'offre de soins dans nos établissements publics. Est-ce que toutes les spécialités sont concernées ? Alors non, sont diversement concernés. Le corollaire de mon propos, c'est peut-être aussi de vous donner un chiffre sur 10 ans. Les effectifs de praticiens hospitaliers ont très sensiblement augmenté. Ils ont augmenté de presque 20% sur les 10 dernières années. Et c'est totalement contre-intuitif. On a l'impression qu'il y a moins de praticiens hospitaliers dans les services, dans les établissements de santé, dans les territoires. Or, c'est plus 8000 praticiens hospitaliers. Ce qui peut expliquer cette différence entre ce que l'on perçoit sur le terrain et la réalité des données statistiques. C'est peut-être une tendance que l'on voit augmenter de disparité entre les postes, les praticiens dans les CHU, donc la présence des praticiens hospitaliers dans les CHU tend à augmenter tendanciellement. Ils sont donc de moins en moins présents
en CH, sauf peut-être par l'intermédiaire de conventions de mise à disposition, et de plus en plus présents en CHU. Et le dernier point, c'est bien évidemment de dire qu'il y a de grosses différences régionales, énormes différences régionales. La région avec le plus de PH, c'est la région de la Réunion, qui est très attractive, avec 92 PH pour 100 000 habitants. Et une région proche d'ici, voilà, à 1 heure de train, la région Centre-Val de Loire, avec 62 PH pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, il y a des différences très sensibles qui peuvent expliquer la réalité de terrain entre tous les établissements. Merci. Alors effectivement, on parle parfois d'une diagonale du vide. On peut l'apercevoir dans certaines régions. Je fais un clin d'œil aux Bourguignons qui sont présents. Voilà, puisqu'on partage une grande préoccupation sur les vacances de poste, en psychiatrie notamment. Professeur Michel, vous êtes président de la CME du CHU de Rouen. Comment les équipes du CHU de Rouen se mobilisent pour prêter main forte au centre hospitalier de la région Haute-Normandie? Alors, dans la région Haute-Normandie, je suis un peu surpris par les chiffres, mais ils sont la réalité statistique et ça reflète sûrement la réalité des choses. Dans notre région, on a développé une approche, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, d'universitarisation du territoire. Et dans cette démarche, outre la création des postes universitaires dans le territoire, on a demandé à nos universitaires d'aller aider les centres hospitaliers. Autrement dit, on n'a pas demandé aux jeunes recrues tu n'auras ton poste de PH que si tu vas faire un pourcentage de temps dans un centre hospitalier éloigné, mais on a demandé aux responsables des disciplines de prendre en charge des services qui étaient en difficulté. Exemple, par exemple, sur le CH du Havre, qui est un très gros CH en France, il y avait des difficultés en anesthésie, en radiologie, en génétique, d'un certain nombre de disciplines où les chefs de service du CHU sont devenus chefs de service de ces centres hospitaliers et ont eu pour mission de reconstruire une équipe localement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à reconstruire l'équipe d'anesthésie, d'imageurs sur le CH du Havre. Et une fois la mission terminée, le PUPH a réintégré totalement et définitivement le CHU. Vous voyez, c'est une façon un petit peu différente d'envisager un partage de tâches et de réinsuffler l'activité dans des CH de notre territoire. Merci. Donc, les expériences sont concluantes. Elles vont être dupliquées sur d'autres disciplines à l'avenir? Alors, si vous avez bien écouté, les disciplines ne sont pas totalement innocentes parce que anesthésie, imagerie, génétique sont peut-être pas déclinables à la cardiologie, la pneumologie, l'hépatogastroentérologie. Il y a sûrement des caractéristiques qu'il faut analyser pour savoir pourquoi ça fonctionne dans certaines disciplines et pourquoi on a plus de difficultés dans d'autres. Mais ça, ce sera un peu le deuxième temps. Il y a un autre exemple qui est sur le CH d'Évreux, où ce sont des PH avec une ancienneté importante, une expertise, ou des chefs de service qui ont une expertise dans des activités très techniques comme la chirurgie thoracique ou la chirurgie vasculaire, et qui ont déporté une partie de leur activité dans ce CH par rapport à celle du CHU. Évidemment, tout ça dans une convergence d'intérêts. Le plateau technique du CHU étant saturé, on peut trouver des expansions possibles sur un plateau technique moins saturé et en même temps de rendre service au territoire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Alexis Thomas pour un retour d'expérience du CHU de Bordeaux. Oui, Séverine Masson disait finalement il y a des écarts entre les régions. Mais il y a aussi des gros écarts au sein des régions, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au sein des départements. C'est-à-dire que la Gironde, on le perçoit souvent comme une terre extrêmement riche en praticiens hospitaliers. Mais sur notre groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde, il y a aussi des sujets de difficultés, d'attractivité. Et c'est un peu ainsi que Bordeaux a pu travailler en matière de filière de prise en charge avec ces établissements. On y a mobilisé évidemment les dispositifs financiers, la prime d'exercice territorial, la PST, voire la PST majorée. Et aujourd'hui, en termes de bilan, on a une FMIH de neurologie, une FMIH de médecine d'urgence avec comme périmètre le groupement hospitalier de territoire. On a un projet de FMIH de pédiatrie avec Arcachon.
On a 2 pôles interétablissements, un en addictologie, d'abord avec le centre hospitalier Charles Perrin, qui est l'hôpital psychiatrique en face du CHU, et on est en train de l'étendre à l'ensemble du GHT. Et on a aussi un pôle interétablissement atypique en gynécologie obstétrique, puisque c'est avec Angoulême, qui ne relève pourtant pas de notre subdivision, mais pour laquelle le chef de pôle du CHU de Bordeaux est également chef du pôle gynéco-obst au sein d'Angoulême. Ensuite, sur les créations de postes et la conditionnalité à l'exercice sur le territoire, j'entends bien ce que disait le professeur Michel sur finalement, attention à ce que ça ne soit pas dernière arrivée ou dernier poste créé égale premier à aller sur le territoire. Donc je pense qu'il y a 2 possibilités, celle évoquée par le professeur Michel sur l'universitarisation des territoires, ou alors le regard bienveillant sur une demande de création de postes avec un exercice territorial, mais pas sur une seule personne, c'est-à-dire conçu au niveau d'une quotité de temps pour l'ensemble de l'équipe. Et c'est ça que nous, on essaye de faire dans les créations de postes et en commission annuelle de révision des effectifs. Merci. Donc la gouvernance du CHU de Bordeaux est extrêmement incitative à ces coopérations territoriales. Merci. Alors, professeur Lafont, sur une subdivision telle que celle de Montpellier et de Nîmes, comment est-ce que vous appréhendez cet exercice territorial? Comment vous appréhendez les questions de territorialisation des maquettes? Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, j'ai la particularité et l'immense privilège d'être doyenne d'une faculté de médecine bis-site et de travailler avec 2 CHU. Donc, la notion de territoire, elle est écrite dans l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et c'est un sujet permanent de discussion. On a déjà ce sujet des liens entre Montpellier et Nîmes qu'on adresse avec des fédérations médicales hospitalo-universitaires Montpellier-Nîmes de façon à ce que, quand d'un côté, on a, en termes d'enseignement et de recherche, une spécialité qui est peut-être un peu moins achalandée que de l'autre côté, on a des HU qui circulent entre les deux. Il y a une petite heure entre Montpellier et Nîmes et on peut dire, et il y a les DG qui sont présents quelque part, et les PCME, que ça fonctionne pas mal. Au-delà de ça, j'ai l'immense privilège également d'être la doyenne d'une faculté de médecine qui est en Occitanie-Est, avec un territoire qui est extrêmement riche, et de porter dans toute l'histoire de mon premier mandat de doyenne cette ambition de la territorialisation des actions de formation et de recherche de façon convergente avec la territorialisation du projet de soins porté par les CHU et les CH du territoire. Et donc ce sujet, je vais redire un peu ce qui s'est dit à la table ronde d'avant, c'est la question de la répartition des médecins. Elle s'adresse à travers les facs, à travers un vrai projet universitaire d'universitarisation du territoire, avec la promotion de la mobilité des enseignants-chercheurs, effectivement des seniors, mais aussi des jeunes avec des CCA de territoire. Elle s'adresse à travers la territorialisation de l'offre de formation. Ce n'est pas juste j'envoie mes étudiants en stage, c'est je travaille avec les lieux de stage qui sont des centres hospitaliers, qui sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, sur l'accueil des étudiants en médecine, à travers ces messages qu'on passe sur l'importance pour les internes d'accepter d'aller en stage en territoire, qui est un des leviers majeurs d'action sur la répartition des médecins plus tard, et puis de travailler globalement à la cohérence d'un système en lien avec les 2 CHU, qui écrit dans l'histoire de l'universitarisation du territoire une histoire qu'on mène de façon hospitalo-universitaire avec les CHU, avec les CH et avec tout l'écosystème des soignants de territoire. Parce que je pense quand même que le sujet que vous adressez, madame, sur ce que vous exprimez à travers les postes de PH vacances, c'est un problème qui est un problème de nombre de médecins, on pourra en reparler si vous voulez. C'est un problème aussi de localisation des médecins et de choix de lieux d'exercice sur lesquels il y a tout un tas de sujets qui sont des sujets chauds, là, qui vont venir un peu au devant de la scène politique sur les sujets de la régulation. Il y a des sujets aussi de bons médecins dans la bonne spécialité, donc de l'exercice qu'ils vont choisir. Vous l'avez exprimé, toutes les spécialités ne sont pas à égalité. Et puis, il y a également des sujets qui sont presque en tête de gondole, en tout cas pour la doyenne que je suis, de qualité de la formation médicale, qu'il ne faut pas qu'on sacrifie à l'aune de sujets numériques, à l'aune d'une volonté effrénée de répondre à une demande immédiate, parce qu'il faut former des médecins, il faut former des médecins rapidement disponibles, dans la bonne spécialité, mais il faut former surtout d'excellents médecins, parce que la population en a besoin, le demande, et donc il faut qu'on trouve un équilibre dans tout ça et des solutions qu'on est en train de construire ensemble. Alors, vous évoquez cette question de la qualité de la formation. En tout cas, l'acuité de la crise démographique fait que les pouvoirs publics ont choisi de territorialiser une première maquette de DES avec la projection des docteurs juniors de médecine générale
en zone dite sous-dense. Comment est-ce que, comme doyenne, vous préparez cette réforme qui va venir, hein, c'est demain, c'est la promotion qui va commencer en novembre 2026. Comment vous conciliez justement l'exigence de la formation, qui est vraiment indispensable pour ces futurs praticiens, et un encadrement médical qui, paradoxalement, est parfois faible ou fragile, précaire dans ces zones dites sous-denses? Alors, la 4e année de médecine générale, d'abord, je voudrais dire, et là, c'est la présidente de la Conf des doyens qui parle, qu'on l'a toujours défendu au niveau de la conférence des doyennes et des doyens, parce qu'on pense qu'il est important que la médecine générale ait une 4e année de formation et soit au niveau des autres médecines de spécialité. Après, à l'échelle de ma région, moi, j'ai la particularité d'avoir une vice-doyenne territoire, qui est une enseignante de médecine générale. En plus, c'est une femme. Donc ça, c'est un peu une particularité locale qui éclaire le sujet territoire comme étant vraiment quelque chose d'important dans la région dans laquelle je vis. Après, le sujet de la répartition des docteurs juniors de médecine générale, on le travaille, et c'est vrai dans toutes les facultés de médecine et de santé de France, avec nos départements universitaires de médecine générale, avec cette ambition probablement d'en mettre dans des zones sous-denses, mais avant tout de les mettre dans des zones où ils sont encadrés. Un docteur junior de médecine générale, c'est un interne. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'un encadrement, d'un accompagnement plus ou moins proche en fonction de sa maturité. Et ce qui prime dans la répartition des docteurs juniors de médecine générale, c'est la qualité de l'encadrement. Donc c'est l'association avec des maîtres de stage universitaires qui puissent les accueillir. Alors évidemment, il y a des zones où on ne va pas pouvoir en mettre tout de suite. On le fera. Et la magie du système, c'est de travailler main dans la main avec vos départements universitaires de médecine générale. Merci beaucoup. Donc on a parlé des internes avec cette première réforme qui est devant nous. Il y a une autre catégorie de praticiens qui est fortement mise à contribution pour pallier les pénuries et assurer la continuité des soins dans nos établissements publics. Ce sont les PADU, les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne. Là, je me tourne vers Madame Masson, qui représente le CNG, pour insister sur le rôle essentiel du CNG dans la mise à disposition de temps médicaux auprès des EPS via le concours des EVC. Est-ce qu'on peut aborder succinctement les innovations introduites en mai 2025 sur ce concours et peut-être évoquer le nombre de postes offerts au concours qui montre l'importance de ces praticiens dans notre chaîne de soins? Alors en effet, c'est une voie supplémentaire, donc c'est une modalité de recrutement supplémentaire, de recrutement et de stabilisation, puisque dans les critères, il doit y avoir l'exercice déjà réalisé en France. Donc ça veut dire que ce sont des gens connus, éprouvés et qui ont déjà une vie hospitalière. Donc c'est une facilité supplémentaire. Les pouvoirs publics ont souhaité que la modalité soit la modalité du QCM pour la voie interne, ayant été pensée comme un outil de simplification. Voilà, il y a sans doute un petit premier retour d'expérience à faire. Donc il y a la voie interne. Ce qu'on constate dans la voie interne, c'est qu'il y a eu un nombre important de postes ouverts, avec 4000 postes ouverts, voilà, moins de candidats que de postes ouverts. Donc il y aura sans doute, mais c'était la première année, la réforme date de mai 2025, donc il y a exactement un an quasiment jour pour jour. Il y aura sans doute un calibrage à faire avec les pouvoirs publics, parce que la voie externe, donc pour des candidats qui ne résident pas, qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'autorisation d'exercice en France, a eu un nombre bien plus faible d'ouverture de postes et un nombre 10 fois plus important de candidatures. Voilà, donc il y aura sans doute un rééquilibrage à faire entre voie interne et voie externe. En tout cas, c'est une modalité supplémentaire à laquelle le CNG, bien évidemment, contribue. Et qui est sans doute appelé à se poursuivre, avec là encore un travail avec les universités, parce qu'il faut apprendre et il faut que les CH s'approprient aussi les parcours et des parcours à faire en CHU. Voilà, ça rejoint le propos initial qui est celui de l'universitarisation des territoires. Alors on le voit avec évidemment des médecins, des praticiens hospitaliers qui exercent dans des CHU
et sur certaines filières, comme ça a été fait en Normandie, vont exercer dans les CH du GHT ou de la subdivision. Et puis pour les PADU, ça peut être le parcours inverse. Ça doit même être le parcours inverse, c'est-à-dire à un moment donné de leur exercice professionnel, avoir X mois, un semestre, 3 mois, 4 mois en milieu universitaire. Voilà, donc c'est on va dire l'alter ego peut-être de l'universitarisation des territoires qu'on a évoqué tout à l'heure. Merci pour cette précision sur donc, le volume de postes. 4000 postes ouverts aux EVC, ça montre vraiment l'importance de ces praticiens dans nos équipes médicales. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez faire part d'un retour sur les établissements par rapport à cet important volume de postes? Il est effectivement, comme vous le soulignez, discuté. Il a été augmenté dès 2024 fortement. Je pense qu'on avait augmenté le nombre de 30%. Quel est le retour des établissements au global sur ce volume de postes? Oui, effectivement, comme le disait Séverine Masson, la refonte des EVC, c'est 2025 avec ce concours interne facilité. Donc le retour est vraiment très récent. On ne peut pas encore en tirer de grandes conclusions. C'est une formule qui nous semble pragmatique, qui peut être utile pour un certain nombre d'établissements et dans des disciplines en tension. Je pense qu'il y a deux sujets peut-être un petit peu administratifs et financiers non traités. C'est combien de temps doivent-ils passer dans chaque CHU ? Finalement, je crois que les coordonnateurs de DES n'ont pas vraiment de ligne directrice, et nous non plus, sur la durée de passage obligatoire dans les CHU. Et l'autre sujet très pragmatique et prosaïque, c'est qui paye. C'est-à-dire que lorsque le PADU part du centre hospitalier pour aller dans le CHU dans une durée non définie par des lignes directrices, qui paye? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est l'établissement d'accueil? Est-ce que c'est l'établissement d'origine qui continue à payer? Et outre le fait que pendant qu'il est au CHU, il n'est plus dans le centre hospitalier, dont certains centres hospitaliers, évidemment, s'appuient beaucoup sur eux. Donc voilà les 3 points qui sont, à mon sens, pourraient être dans des lignes directrices nationales. Merci. On a évoqué, on commence à déflorer le sujet du PCC, le parcours de consolidation des compétences de ces praticiens qui ont réussi les EVC. Le professeur Lafont, est-ce que vous avez un regard des doyens sur cette nouvelle mission donnée aux coordonnateurs de DES, de pouvoir animer en tout cas un parcours avec le lauréat, le responsable éventuellement du centre hospitalier terrain de stage, la mobilisation de cette nouvelle commission locale des DES pour abréger, raccourcir les PCC. En tout cas, c'est une nouvelle mission, une nouvelle casquette de nos universitaires. Comment est-ce qu'elle est appréhendée? Alors, donc les praticiens à diplôme au revenu européen, je reviens un petit peu à la base. La position de la conférence des doyens sur ce sujet-là, c'est qu'on a toujours soutenu cette nécessité de les amener, parce que ce sont des confrères qui sont présents en France, en tout cas ceux qu'on connaît, à une stabilisation de leur situation à travers une autorisation d'exercice définitif. C'est un sujet qu'on a toujours défendu. L'évolution de la réglementation et les décrets de 2025 avec les EVC et les PCC, on les vit comme quelque chose qui était plutôt attendu, plutôt bien, en tout cas sur la partie évaluation et validation des connaissances. Le sujet du PCC, il a été construit à nos yeux de façon peut-être un tout petit peu rapide et mériterait d'être amélioré. On a une vraie question sur la façon dont ont été déterminés les lieux de stage. C'est normal qu'on décide de les affecter dans des établissements où un jour ils vont probablement travailler, donc sur un besoin, mais c'est un besoin sanitaire, et ce n'est pas forcément ces établissements qui tout seuls vont pouvoir les former, sans offense pour les établissements en question, mais juste lié au fait que quand on demande à avoir un poste pour un PADU en formation dans un établissement, dans une spécialité où on a un gros manque de ressources médicales, on n'a pas forcément l'encadrement pour pouvoir les accompagner de façon complètement parfaite du début à la fin. Donc il y a un vrai sujet sur la définition des stages dans lesquels ils pouvaient être posés comme
étudiants, enfin comme professionnels en parcours de consolidation des compétences. Et donc effectivement, ça a été exprimé de lien avec les CHU, de comment on peut enrichir cette période de leur formation qui est importante par les liens territoriaux avec des établissements peut-être un peu plus gros et avec un encadrement peut-être plus solide. Il y a un sujet de nombre également. L'année dernière, en première année d'internat, en novembre 2025, on a accueilli un peu moins de 9000 internes qui sortaient de l'internat. Si on avait accueilli là l'ensemble des PADU qui vont être mis là en PCC cette année, c'était 4500 étudiants, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment des étudiants en troisième cycle, qui doivent avoir des liens avec la commission de coordination des DES. Donc c'est quand même une grosse augmentation d'effectifs pour nos commissions locales de coordination des DES qu'on a du mal à absorber. On a du mal à l'absorber parce que la charge pédagogique globale des enseignants-chercheurs dans nos facultés de médecine ou de santé s'est énormément accrue ces dernières années avec tous les sujets qu'on abordera tout à l'heure sur l'augmentation du nombre d'étudiants, sur les réformes pédagogiques. Et ce sujet des PADU, c'est un vrai sujet de troisième cycle et c'est un vrai sujet d'engagement des universitaires dans l'amélioration de la qualité de la formation de ces jeunes confrères. Donc il y a un problème de nombre, il y a un problème de répartition, il y a un problème d'engagement des commissions locales de coordination. Et derrière tout ça, il y a un moyen pour pouvoir le faire bien et le faire correctement. Professeur Michel. Il ne faudrait pas laisser penser que PADU, c'est forcément des futurs recrues pour l'hôpital public. Une fois que le PADU a son autorisation d'exercer en France, il fait comme tous les autres médecins diplômés en France, il exerce où il veut. Donc tant qu'on ne travaille pas sur la régulation, eh bien on alimente le puits sans fond des gens en formation qui vont aller là où c'est le plus intéressant de travailler. Donc ne rêvons pas, ce n'est pas parce qu'on forme des PADU qu'on va alimenter les CH en déficit de poste de PH. Tout à fait, il n'y a pas d'équivalent d'une pêche ou d'un outil de fidélisation dans l'établissement qui a consenti à la formation. Et on a évoqué le coût financier de la formation sur 2 ans, par exemple, d'un praticien par un centre hospitalier, alors qui le met à disposition du CHU si sa maquette, son PCC l'impose, et qui peut effectivement le voir partir au plus offrant. Donc ça peut être le public, ça peut être le privé, une fois le plein exercice obtenu. Donc c'est vrai qu'il y a un risque dans ce raccourcissement de PCC, d'un turnover des PADU accru et d'une sorte de mercato des praticiens fraîchement inscrits au Conseil de l'Ordre. Ça, c'est un des écueils de ce dispositif pour lequel nous n'avons pas encore de contraintes juridiques à rester dans l'établissement. Voilà, ça n'est qu'un contrat moral avec l'établissement d'accueil. On a parlé des leviers employés à court terme. Alors, bon, moins bon, risqué. On a parlé des internes qu'on mobilise, des praticiens diplômés étrangers. On a un levier à moyen terme à utiliser pour notre défi démographique. C'est l'augmentation du nombre d'étudiants formés dans nos universités. On parle maintenant de numérus apertus après une longue pénurie de médecins, certainement provoquée par un numerus clausus extrêmement sévère au milieu des années 90. Ce numerus apertus, alors pour donner un ordre de grandeur, on formait encore en 2018, il me semble, 9000 étudiants. On passe à 11 000. On va continuer peut-être crescendo. Est-ce que c'est un mirage de penser qu'en ouvrant les vannes des étudiants, passer la première année de médecine, est-ce qu'on va irriguer nos territoires de futurs internes, de futurs assistants, de futurs PH, ou c'est un outil à utiliser avec pondération? Je passe la parole à notre doyenne. Alors, l'augmentation numérique du nombre de médecins formés, c'est certainement pas la seule réponse. Ça a été une réponse. Les chiffres, c'est que entre 1996 et 2024, on a triplé le nombre d'étudiants en médecine. Entre 2015 et 2024, donc les 10 dernières années, on est passé de 8 000 étudiants en deuxième année de médecine à 12 000 quasiment. On est quasiment à 12 000 actuellement. Donc c'est plus 50%. Et si on fait un focus sur les dernières années, entre 2020,
la date de la mise en place de la réforme de la première année d'entrée en études de santé et 2023, la date de la publication du rapport de la Cour des comptes, on a fait plus 18% en médecine. Donc cette augmentation du nombre d'étudiants, c'est une réalité, c'est quelque chose qui va de plus en plus vite et on est actuellement à 12 000 étudiants en deuxième année de médecine en France. Ça pose la question, effectivement, de la capacité qu'on aura à aller plus loin avec les moyens dont on dispose actuellement. Très honnêtement, nos facultés de médecine, nos facultés de santé sont actuellement dans des difficultés importantes pour des problèmes de ressources humaines, d'enseignants-chercheurs, de ressources humaines, de personnel de scolarité, de locaux, de capacité à porter toutes les réformes pédagogiques qu'on nous a confiées, qui pour beaucoup sont des bonnes réformes, et d'avoir le temps en fait, de mettre en œuvre cette territorialisation qui, à mon avis, est une des clés de la réussite, mais qui prend un peu de temps pour la réaliser. Après, la question du nombre ne présume pas de ce qui va se passer au bout de la route, c'est-à-dire 12 ans après, et c'est un petit peu ce que vient d'exprimer M. Michel à côté de moi. D'abord, augmenter le nombre d'étudiants en deuxième année, ce n'est pas la solution des déserts médicaux d'aujourd'hui. C'est les déserts médicaux de dans 12 ans. Donc il ne faut pas se leurrer. Quand on nous vend, on va monter le numerus apertus pour régler le problème des déserts médicaux, il va falloir qu'on le règle avant, le problème des déserts médicaux, avec d'autres leviers. Donc il y a d'autres façons de regarder le sujet à travers l'universitarisation des territoires, la territorialisation des stages, à travers le post-internat également, sur lequel on peut agir. On peut agir sur des règles du jeu liées à l'installation, par exemple, sur ces pratiques très intermittentes de la médecine au sortir de l'internat qui sont discutables. On peut agir sur des sujets qu'on travaille avec le Conseil de l'Ordre. Je ne sais pas s'il y a des représentants aujourd'hui sur le droit à titre des médecins, sur des médecins qui n'exercent pas dans la spécialité pour laquelle ils ont été formés. On peut agir à travers, on l'a évoqué, la régulation, on sera peut-être amené à en discuter. Mais l'augmentation du nombre d'étudiants qui rentrent dans les études de médecine n'est très probablement pas la seule réponse. Et en tout cas, ce n'est pas une réponse d'urgence. Merci. On a parlé nombre. On va peut-être C'est un problème de baignoire qui se remplit. C'est le problème quand on était en CM2. Pour remplir la baignoire, est-ce qu'il faut augmenter le robinet qui alimente la baignoire ou diminuer la fuite de la baignoire ? Tant qu'on ne diminue pas la fuite de la baignoire, tant qu'on ne régule pas, vous pouvez ouvrir le robinet autant que vous voulez, vous n'arriverez pas à remplir la baignoire. Donc voilà. Après, je suppose que les gens qui nous gouvernent ont fait des études au-delà du CM2, donc ils devraient être capables de répondre à cette question simple. On parle aussi de nouveaux rapports au travail, de cette nouvelle génération de médecins. Comment vous voyez-vous les choses en termes d'articulation vie personnelle, vie professionnelle, aspiration à un équilibre tout à fait légitime entre l'exercice professionnel dans nos établissements? Alors, dans nos établissements, la demande des jeunes générations, ou plus exactement leur motivation pour fuir l'établissement, c'est souvent un problème d'organisation interne des services. Les jeunes générations sont très demandeurs d'une organisation plus claire, plus transparente, plus précise sur leur temps de travail, sur le temps de travail et le temps de non-travail, quel type de travail, des travails plus répartis dans la journée, monotâches, le fonctionnement, je dirais, à l'ancienne de beaucoup de services hospitaliers où on mélange la consultation, la vie en salle, je passe au bloc, je retourne à la consultation, je commence à 8h, je termine à 20h, et puis je refais le monde jusqu'à 22h autour de... Non, ça, ce temps-là est totalement révolu, et les jeunes générations ne manquent ni de motivation, ni de compétences, ni d'envie. Ce qu'ils veulent, c'est de la clarté et d'une organisation beaucoup plus claire de leur temps de travail. Quand ils partent en libéral, très souvent, leur motivation numéro 1 n'est pas le chiffre d'affaires. Leur motivation numéro 1, c'est je peux organiser mon temps, non seulement comme je le souhaite, mais de manière plus adaptée à ma vie personnelle. Et donc c'est très important cet équilibre vie pro, vie personnelle, d'où l'importance de former les managers médicaux à organiser leurs services pour répondre à la fois aux besoins de santé et à la fois à la demande des jeunes professionnels. Merci, professeur Michel. Sur le territoire, Monsieur Thomas, est-ce qu'on a un rapport au territoire facilité au niveau de ces jeunes générations de médecins? Est-ce que vous avez pu le constater dans votre région? Alors, j'identifierais peut-être 3 phases, il y en a sans doute plus. C'est l'accès aux études de médecine, les études de médecine en tant que telles, et une fois devenu médecin.
Sur l'accès aux études, je m'explique, c'est le sujet évidemment des étudiants ruraux, c'est-à-dire comment on peut permettre à davantage d'étudiants ruraux de faire médecine dans la mesure où ils pourraient, je dis bien ils pourraient ensuite s'installer dans ces zones. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, entre 2021 et 2025, on a une très forte baisse du nombre de lycéens issus de départements ruraux accédant aux études de médecine, et notamment en deuxième année. Donc il y a évidemment le sujet des antennes, il y a aussi le sujet d'autres pays qui ont pu réserver des places en première année de médecine à des étudiants issus de départements ruraux. Ensuite, bien évidemment, pendant les études, il y a tout l'enjeu de la territorialisation, des stages, etc. Ça on a déjà évidemment parlé. Et une fois thésé, il peut y avoir le sujet, je m'hyper spécialise en CHU, je fais un peu plus de généraliste en CH et ça peut m'intéresser. J'essaye de construire mon équilibre qualité de vie, vie perso. On essaye de mobiliser la PST et la PET, on l'a dit tout à l'heure. On essaye de faire des temps partagés répartis sur l'équipe, on l'a dit aussi tout à l'heure. Et puis on peut aussi être sur le territoire sans y être via évidemment la télémédecine, la téléexpertise, etc. qui sont quand même très largement développées aujourd'hui. Merci à nos intervenants pour cette réflexion vraiment riche sur les différents leviers à court terme, à moyen terme, qui sont à notre main pour répondre face aux défis démographiques. En tout cas, on voit qu'on n'a pas de levier miracle et pas de solution miracle. On ne peut pas projeter nos étudiants dans de mauvaises conditions. Et on a à relever le défi peut-être du nombre d'hôpitaux universitaires, d'universitaires ou en tout cas de médecins associés sur ces fonctions universitaires sur le territoire. Nous avons 1 minute pour prendre une question dans l'auditoire, s'il y en a une. Voilà. Je regarde le chrono, on peut répondre à une question. Peut-être juste un commentaire, parce que ça a été pas complètement dit, mais en même temps abordé, c'est la question aussi donc des disciplines, l'hétérogénéité. Dans le manque de médecins, il se fait beaucoup sentir à l'endroit où on demande aux médecins de travailler la nuit, le week-end. Donc ça, cette permanence des soins. Et donc ça rejoint un petit peu vos propos sur équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais c'est vrai qu'on a une difficulté majeure aujourd'hui d'attirer les générations qui arrivent dans ces disciplines. Je pense aux urgences, je pense à l'anesthésie, je pense à la gynéco-obstétrique par exemple, ou à la pédiatrie. Et là, on a un vrai problème. Et à nouveau, je rejoins Pierre-Michel et d'autres, vous l'avez dit, il faut probablement réguler un peu pour que cette permanence des soins soit plus partagée. Parce que si on demande toujours la même chose aux mêmes, cette contrainte, on ne s'en sortira pas. Merci professeur. C'est le mot de la fin. Je pense qu'on va être, sinon rappelé à l'ordre par la communication. Merci beaucoup pour les échanges.